Bonjour, nous sommes le dimanche 16 août 2026. Et avant de poursuivre cette émission, permettez-moi de vous rappeler de cliquer sur le bouton j'aime et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. Ces dernières 24 heures ont été extrêmement importantes. Beaucoup de choses importantes se sont produites. Mais je dirais aussi que pour comprendre ce qui s'est passé, et je parle bien sûr précisément du conflit en Ukraine et autour de l'Ukraine, ainsi que du conflit entre l'OTAN et la Russie. Pour comprendre exactement ce qui se passe, je pense qu'il est important, particulièrement important, de garder la tête froide. Ces 2 derniers jours, les Ukrainiens ont mené davantage d'attaques massives de drones contre la Russie. Et ils n'ont pas seulement utilisé des drones, ils ont aussi employé des missiles Flamingo en plus grand nombre. Le Flamingo, comme nous le savons, est un grand missile de croisière subsonique, relativement lent, qui vole assez près de la surface de la Terre et qui, apparemment, a tendance à suivre le tracé des vallées fluviales. Är av den Gorda Grove är bestämt sist stäng. Mais ce n'est pas un système de missiles qu'on puisse comparer en termes de modernité et de sophistication aux missiles dont disposent les Russes, ou d'ailleurs d'autres puissances avancées comme les États-Unis, la Chine, et bien sûr, il faut désormais inclure l'Iran. Ce n'est donc pas ce type de missile avancé, mais il a une très longue portée et il emporte une grosse ogive. Et au cours des 2 dernières nuits, plus précisément, les Ukrainiens ont lancé un nombre important de ces missiles. Les Russes nous ont communiqué des chiffres très intéressants. Ils ont également lancé des centaines, peut-être des milliers de drones. Et bien, hier, le ministère russe de la Défense a rapporté avoir abattu 17 missiles Flamingo. 17, c'est le plus grand nombre lors d'une attaque donnée. Et aujourd'hui, je crois que le nombre est inférieur. Je crois qu'il est de 8, mais cela reste un nombre important de missiles de croisière Flamingo que, selon le ministère russe de la Défense, les défenses aériennes russes ont abattus. Et hier, une frappe de drones a été menée contre différents sites à travers la Russie, avec quelques 1300 drones de type avion. Puis, la nuit dernière, cela a été suivi. Là encore, tous ces chiffres viennent du ministère russe de la Défense. D'une nouvelle frappe de drones, visant surtout, semble-t-il, Moscou, avec environ 800 drones supplémentaires. Et certaines personnes ont fait le calcul et établi que l'Ukraine avait lancé 2100 drones de type avion contre la Russie sur une période de 48 heures. Les gens ont examiné le nombre de drones que les Ukrainiens ont lancés. Ils parlent d'une attaque massive contre la Russie, de l'attaque la plus puissante contre la Russie depuis le début de l'opération militaire spéciale. Eh bien, à ce stade, je pense qu'il vaut la peine de prendre un peu de recul et de se demander qu'est-ce que ces attaques ont réellement permis d'obtenir. Et hier, le président ukrainien Zelensky a affirmé que certains des missiles Flamingo avaient visé et touché un grand complexe industriel, l'usine et bureau d'études Progress, dans la ville russe centrale de Samara, ainsi qu'une base aérienne située à une certaine distance, où sont basés des chasseurs intercepteurs MiG-31. Pour être très clair, et contrairement à ce que Zelensky laissait entendre, les MiG-31 présents sur cette base ne sont presque certainement pas impliqués dans les lancements de missiles Kinjal. Ces attaques par missiles Kinjal sont menées par des MiG-31 opérant depuis des bases bien plus proches des frontières de l'Ukraine. Il est presque certain que les MiG-31 de cette base en particulier remplissaient leur rôle habituel, classique. Le rôle pour lequel ils ont été conçus et construits à l'origine, dans les années 70 et 80,
celui d'avions intercepteurs de défense aérienne. Et là encore, Zelensky a laissé entendre que la base aérienne avait été frappée. Mais j'ai remarqué qu'il n'a pas donné beaucoup d'informations sur les dégâts causés. Des images sont ensuite apparues dans les heures qui ont suivi. Une vidéo est apparue qui prétendait montrer un important incendie. J'ai remarqué que certains commentaires établissaient un lien entre cette vidéo et l'attaque contre l'usine Progress à Samara. Or, l'usine Progress est effectivement un immense site industriel. Et elle fabrique, comme le disent de nombreux commentateurs, des fusées spatiales. Ce sont bien les fusées que les Russes utilisent pour lancer des satellites, y compris celles qu'ils ont récemment utilisées pour lancer les satellites Razvet. Ces satellites suscitent des inquiétudes croissantes chez certaines personnes, enfin chez beaucoup de gens en Ukraine. Et j'en ai longuement parlé sur cette chaîne. Là encore, certains ont affirmé que l'attaque contre cette usine, l'usine Progress de Samara, visait essentiellement à perturber ou à stopper net le développement du système Razvet. Cela dit, nous disposons en réalité de très peu d'informations sur ce que cette frappe contre l'usine a effectivement permis d'obtenir. Nous ne savons pas non plus si la vidéo de ce grand incendie était réellement liée à l'attaque contre l'usine, ni même ce qu'elle montrait exactement. Il semble que l'attaque ait été menée avec des missiles de croisière Flamingo. Les Russes affirment en avoir abattu 17. Il se peut qu'une partie d'entre eux, en fait, il est probable qu'une partie d'entre eux ait été lancée contre cette installation à Samara. Et il y a autre chose qui, à mon avis, n'a pas été correctement abordée ni interprétée. Les autorités régionales disent que personne n'a été blessé ni tué à la suite de cette attaque, et que tout le personnel et tous les travailleurs de cette usine, ainsi que les habitants des zones résidentielles, ont été évacués avant que l'attaque ne se produise. Cela doit vouloir dire que les Russes savaient que ces missiles arrivaient et que les défenses aériennes autour de Samara, qui, je suppose, devaient être importantes précisément en raison de la présence de ce vaste complexe industriel, étaient en alerte. Elles se sont ensuite employées à abattre les missiles Flamingo dès leur arrivée sur zone. Et à ma connaissance, et d'ailleurs, je ne dis pas que c'est le cas, je peux me tromper complètement. À ma connaissance, les images de l'incendie que nous avons vues pourraient avoir été causées par la destruction d'un missile Flamingo. Il se peut que nous voyions du carburant de fusée ou quelque chose de ce genre provenant de la destruction de ce missile. Et c'est peut-être ce qui a provoqué cet incendie s'il était seulement lié à cette attaque. C'est spéculatif et je ne sais pas. Nous n'avons pas encore de données satellitaires sur ce qui est réellement arrivé à cette usine. Mais je vais faire plusieurs autres observations. Laissons de côté la question de savoir si les défenses aériennes ont été alertées et si elles ont abattu ou non les missiles Flamingo, ou si elles ont abattu certains missiles, mais qu'un d'eux ou davantage sont passés et ont effectivement causé des dégâts. La loi d'airain de ces récits sur les attaques ukrainiennes contre des complexes industriels ou militaro-industriels russes, en Russie même, c'est qu'elles ne s'avèrent jamais aussi paralysantes, aussi destructrices ou aussi importantes que ce que les premiers commentaires pourraient laisser penser. Et si nous parlons de l'usine Progress, étant donné qu'il s'agit d'une usine dont l'histoire remonte à l'époque soviétique, compte tenu de la manière dont les soviétiques construisaient ces usines, et de ce que je sais par ailleurs de ces installations, il s'agit probablement d'un immense complexe industriel très étendu, exceptionnellement fortifié à de très nombreux endroits, avec sans doute beaucoup des installations les plus importantes situées sous terre. Et pour mémoire,
Je m'attends à ce que, si des dégâts ont été causés, ils soient réparés et que l'ensemble de l'usine soit de nouveau opérationnel d'ici quelques semaines, quelques mois tout au plus. Et je doute que cela prenne autant que quelques mois, surtout étant donné que les ingénieurs, les techniciens, les scientifiques et les ouvriers qualifiés qui travaillent dans cette usine sont apparemment tous sains et saufs. Voilà donc ce que je dirais de cette attaque contre cette usine en particulier. Il en va de même pour la base aérienne. Il ne semble pas que beaucoup de MiG-31 aient été endommagés ou détruits. Là encore, nous n'avons pas encore toutes les informations. Je parle ici par déduction. Il est probable, là encore, qu'une base aérienne dispose de solides défenses antiaériennes. Encore une fois, il est probable que les Russes aient su qu'une attaque impliquant des missiles Flamingo était en cours et que les défenses aériennes de cette base aient été alertées et prêtes. Il ne faut pas supposer qu'un grand nombre de dégâts, ni même le moindre dégât, ait réellement été causé à des installations importantes. Et si, contrairement à mes attentes, certains dégâts ont été causés, si des avions ont été détruits, ce ne sera pas une perte ou un problème majeur pour les Russes. Quant à l'attaque massive de drones contre Moscou et sa région qui a eu lieu la nuit dernière, les informations dont on dispose jusqu'à présent indiquent que les seuls dégâts significatifs ont touché 2 entrepôts Wildberries supplémentaires. Ils ne se trouvent pas à Moscou même, mais dans des villes satellites comme Podolsk, dans la région de Moscou. Et cette obsession d'attaquer les entrepôts Wildberries me paraît plus que bizarre. Wildberries, comme je l'ai dit, est une entreprise civile. Elle n'est pas impliquée dans la logistique militaire de l'armée russe, en tout cas pas de manière importante ou significative. L'entreprise elle-même a apparemment réorganisé ses activités, ce qui la rend moins dépendante de ces grands entrepôts. Elle a apparemment décentralisé ses opérations et est revenue à un modèle décentralisé antérieur. Encore une fois, cette fixation sur les attaques contre Wildberries semble extrêmement étrange. Et lancer des centaines, des milliers de drones pour aboutir à la destruction de 2 entrepôts civils, cela me paraît totalement illogique et constituer un gaspillage grotesque de ressources. Je le répète, comme je l'ai déjà dit dans de récentes émissions, le coût de chacun de ces drones lancés par l'Ukraine varie entre $60 000 et jusqu'à $200 000 par drone. Une attaque impliquant 1500 drones coûterait au total entre 75 et 80 millions de dollars. Les entrepôts Wildberries, je le soupçonne, ont sans doute été en grande partie vidés de leurs marchandises à présent, parce que Wildberries sait qu'ils sont des cibles probables. Il me semble extrêmement gaspilleur et franchement extravagant et dispendieux de lancer à un coût aussi élevé des drones pour détruire des entrepôts civils vides. Or, j'évoque tout cela parce que, si vous consultez aujourd'hui les médias occidentaux, ainsi que certains secteurs des réseaux sociaux indépendants, ce sont les frappes ukrainiennes de drones et de missiles des 48 dernières heures qui retiennent toute l'attention. Je le répète, selon le ministère russe de la Défense, 2100 drones ont été lancés aujourd'hui sur une période de 48 heures. Au total, environ 30 missiles Flamingo ont été tirés, 17 l'avant-dernière nuit, 8 autres la nuit dernière, puis apparemment plusieurs autres la nuit précédente. Et je ne sais pas combien coûtent les missiles Flamingo, mais ils coûtent certainement plusieurs fois plus cher que n'importe quel drone. Et quels en ont été les résultats, concrètement? Une attaque contre une installation industrielle, une installation importante à Samara. Mais pour l'instant, nous n'avons aucune information sur les dégâts. Et il y a des raisons de penser que les dégâts éventuels seront limités,
et que l'installation pourrait même s'en être sortie indemne. Une attaque contre une base aérienne qui ne participe pas à l'opération militaire spéciale, où là encore, les dégâts pourraient être limités, et la base aérienne pourrait même, en fait, être indemne. Et une attaque massive de drones, une série d'attaques de drones, qui a entraîné la destruction de 2 grands entrepôts, probablement pour l'essentiel vides de marchandises, appartenant à une entreprise civile non impliquée dans la guerre. J'ai vu un rapport sur l'attaque contre l'usine Progress à Samara, qui laisse entendre qu'un bâtiment particulier au sein de cet immense complexe pourrait avoir subi des dégâts. Il semble qu'il s'agissait d'un bâtiment où l'on assemblait des composants électroniques, plutôt que d'un bâtiment directement impliqué dans la production de fusées. Si c'est le cas, les réparations seront rapides. Mais je ne suis pas certain de faire entièrement confiance à ce rapport, de toute façon, et je ne vais pas y consacrer davantage de temps maintenant. Tout cela a été commenté, discuté. On le voit partout dans les médias. Le Financial Times et le Guardian, d'ailleurs à Londres aujourd'hui, font leur une sur ces importantes frappes ukrainiennes de missiles et de drones. Mais ils minimisent la frappe russe, bien plus importante, bien plus puissante et bien plus dévastatrice, qui a eu lieu la nuit dernière. C'était une frappe menée avec des missiles balistiques, des Iskander-M. Les Ukrainiens disent que certains missiles nord-coréens KN-23 ont également été utilisés. Et c'est peut-être tout à fait vrai, d'ailleurs. Ils avancent aussi que des missiles hypersoniques ont pu être employés. Mais on ne sait pas clairement, si c'est le cas, s'il s'agissait de missiles de croisière hypersoniques Zircon ou de missiles Kinjal lancés depuis les airs. Pour être précis, si de tels missiles ont effectivement été utilisés, je pense qu'il s'agissait de Zircon. Mais quoi qu'il en soit, conformément à leurs pratiques récemment établies, les Ukrainiens ne nous diront pas combien de ces missiles russes ont été utilisés au total lors de la grande frappe de la nuit dernière. Et bien sûr, ils ne disent pas non plus en avoir abattu. Car, à contre-cœur, ils reconnaissent désormais, contrairement aux histoires qu'ils nous racontent depuis le début de l'opération militaire spéciale, qu'ils ne peuvent pas en abattre un seul. En raison de l'absence totale d'intercepteurs de missiles pour la défense aérienne patriote, qui ne peuvent pas être remplacés. Les Russes, eux non plus, ne fournissent jamais de liste ni de nombre concernant les missiles qu'ils lancent. En revanche, ils nous donnent une liste des cibles. Et ceci provient aujourd'hui du ministère de la Défense. Ils disent qu'une usine appartenant à Firepoint a été frappée à Kiev et que cette usine produit des composants, des unités de combat et des propulseurs à combustible solide pour le missile de croisière Flamingo. Ils disent qu'une autre usine, Ukrainian Defense, l'usine de Kiev, l'entreprise industrielle numéro 111, qui produit des composants pour des drones d'attaque, des drones intercepteurs Krush et des drones de défense aérienne Garpia, a elle aussi été attaquée à Kiev. Donc 2 grandes usines ou 2 installations industrielles attaquées à Kiev. Ensuite, une cible très importante que les Russes révèlent, la raffinerie de pétrole de Kremenchug. Comme le ministère russe de la Défense nous le rappelle soigneusement, c'est la plus grande entreprise de raffinage de pétrole sur le territoire ukrainien. Or, cette raffinerie véritablement gigantesque, construite je crois pendant la période soviétique, a en fait fait l'objet de multiples attaques russes, remontant jusqu'à 2022. Les Ukrainiens, avec l'aide occidentale, l'ont réparée et ont pu continuer à l'exploiter. Mais l'attaque contre la raffinerie de Kremenchuk a été menée avec des missiles balistiques Iskander-M. Il y a apparemment des images satellites qui semblent montrer d'importants incendies sur de vastes zones de cette raffinerie.
Les missiles balistiques Iskander-M emportent des ogives bien plus grosses et plus puissantes que celles des drones avec lesquels les Ukrainiens frappent les raffineries russes. Et bien sûr, lorsqu'ils touchent une cible, les Iskander apportent aussi l'énergie cinétique de gros missiles qui frappent à des vitesses extrêmement élevées, ce qui n'est évidemment pas le cas des drones. En revanche, les dégâts que les drones ukrainiens peuvent infliger à n'importe quelle raffinerie russe, comme je l'ai expliqué longuement et de façon répétée dans de nombreuses émissions, seront limités et d'un type qui peut être réparé rapidement. Les dégâts causés à une raffinerie de pétrole comme celle de Kremenchuk par une attaque impliquant plusieurs missiles Iskander-M vont être dévastateurs. Cela dit, encore une fois, je ne connais pas l'ampleur de l'attaque. Je ne sais pas combien d'Iskander ont été utilisés. Je n'ai pas d'image de la raffinerie endommagée. D'ailleurs, il est peu probable qu'on en voit un jour. Les Ukrainiens ne diffusent évidemment pas d'images montrant les dégâts subis par leurs installations industrielles. En règle générale, les entreprises occidentales de satellites ne nous fournissent pas beaucoup d'images montrant les dégâts causés aux installations industrielles ukrainiennes par les frappes russes. Et les Russes ont pour politique de ne jamais fournir eux-mêmes ces informations. Donc, on ne va jamais avoir, en tout cas moi, je ne vais pas avoir, du moins pas dans les prochaines semaines ou les prochains mois, une vision complète des dégâts causés à la raffinerie de Kremenchuk. Mais pour mémoire, si plusieurs Iskander-M ont effectivement été utilisés, alors je m'attendrai à des dégâts très importants, voire peut-être même dévastateurs. Dans ce cas, cette raffinerie en particulier aura probablement été complètement mise hors service. Sans doute pendant plusieurs semaines, peut-être même plusieurs mois. Et les Ukrainiens craignent que s'ils tentent d'effectuer des réparations, d'autres missiles russes arrivent. Cela pourrait donc être une attaque majeure et dévastatrice, très différente des attaques ukrainiennes contre les raffineries russes. Et le ministère russe de la Défense, pour mémoire, prend soin de nous dire que la raffinerie de Kremenchuk, plus précisément son parc de réservoirs encore intact, ce qui laisse entendre qu'une partie des dégâts causés à cette raffinerie lors de précédentes frappes russes n'a pas été réparée, continue d'être utilisée pour le transbordement de carburant et de lubrifiants fournis de l'étranger. Enfin, qui sait? Et puis le ministère russe de la Défense nous dit aussi qu'à Kryvyi Rih, dans la région de Dnipropetrovsk, la ville natale de Zelensky, un grand pôle industriel situé sur la rive ouest du Dniepr, des ateliers de l'acierie ainsi que de l'acier laminé destiné à la fabrication d'armes et de matériel militaire ont été touchés. Et l'acierie de Kryvyi Rih est un complexe énorme. Encore une fois, c'est vital pour l'économie ukrainienne. Je crois pouvoir dire que des investisseurs occidentaux y ont des participations. Et puis, encore une fois, je ne connais pas l'ampleur des dégâts causés à cette usine, mais elle a déjà fait l'objet de nombreuses attaques, dont certaines assez récemment. Et là encore, le fait que ce site ait été attaqué remet probablement en question la poursuite de l'exploitation de cette usine. Ensuite, le ministère russe de la Défense complète le tableau en nous donnant plus de précisions sur les attaques que l'armée russe a, une fois de plus, menées contre Odessa et les ports de la mer Noire. Ils affirment avoir tout juste attaqué un cargo de vrac qui transportait des fournitures militaires vers l'Ukraine via le port d'Odessa. Via the port of Odessa, we can see that there are still ships trying to reach. On peut voir que des navires tentent toujours de rejoindre Odessa, malgré le fait que les Russes auraient, semble-t-il, frappé au total 80 navires marchands dans cette zone. Comme je l'ai dit dans un certain nombre d'émissions, un navire marchand qui fait route vers Odessa
et prend ainsi le risque d'être attaqué, ne transporte presque certainement pas de cargaison civile. En réalité, il transporte quasiment à coup sûr des cargaisons militaires, exactement comme le disent les Russes. Et soit dit en passant, je doute fortement que les équipages civils habituels fassent fonctionner ces navires. Je suppose que les équipages qui les exploitent sont des volontaires soigneusement sélectionnés, probablement d'Ukraine même, et peut-être aussi de certains pays occidentaux. Et je suppose, là encore, que ces personnes sont pour la plupart d'anciens militaires. Quoi qu'il en soit, les Ukrainiens nous donnent quelques informations et avancent certaines affirmations sur leurs frappes de missiles et de drones contre la Russie. Mais ils restent flous sur les détails. Et il y a de bonnes raisons de penser que les frappes ukrainiennes de drones et de missiles de ces 48 dernières heures ont été, pour l'essentiel, inefficaces. Alors qu'ici, nous avons des informations sur une frappe russe massive qui a causé des dégâts très importants à des secteurs clés de l'économie ukrainienne. La plus grande raffinerie d'Ukraine, la plus grande aciérie d'Ukraine, ainsi que des usines essentielles situées à Kiev, qui soutiennent les programmes ukrainiens de drones et de missiles de croisière. Donc davantage de preuves, et c'est l'évaluation correcte à faire, davantage de preuves de l'énorme déséquilibre, du déséquilibre massif dans la guerre aérienne. Les Ukrainiens mènent peut-être la plus grande série de frappes de drones et de missiles qu'ils aient jamais lancées contre la Russie. Mais ils causent peu de dégâts réels. Et ils dépensent à la place des sommes énormes, ou du moins quelqu'un dépense des sommes énormes pour mener ces attaques. 60 000 $ par drone, souvenez-vous, des sommes considérables pour mener ces attaques. Pour peu ou pas d'effet. Les Russes dépensent peut-être des sommes comparables pour leurs frappes de missiles et de drones. Mais les Ukrainiens sont maintenant, de leur propre aveu, totalement dépourvus de défense aérienne, incapables d'abattre les missiles russes. Quant à savoir s'ils en ont jamais été capables, bien sûr, c'est une autre question. Et les Russes infligent des dégâts considérables, en plus du blocus des ports ukrainiens qu'ils ont déjà imposé. C'est donc ce que les gens doivent comprendre. Une couverture médiatique qui accorde plus d'importance aux frappes de drones ukrainiens de la nuit dernière, tout en négligeant d'accorder l'importance nécessaire à la frappe russe, bien plus puissante, de missiles et de drones de la nuit dernière. Une telle couverture ne vaut franchement presque rien. À mon avis, pour se faire une idée objective de la direction que prend cette guerre. Les Russes nous ont maintenant fourni un peu plus d'informations sur le développement de leur drone Geran. Cela provient du site internet russe, appelé RU, RU, Aviation. Au fait, cela s'appelait auparavant Russian Aviation News. Et je ne sais pas exactement qui en sont les éditeurs, mais c'est clairement un site internet de l'industrie aéronautique russe. Il faut le considérer comme faisant autorité. Il obtient manifestement ces informations auprès de sources du secteur, et probablement de sources qui disposent d'une quantité importante d'informations classifiées. Et cette publication, en juillet dernier, nous a proposé une analyse très intéressante de l'évolution des drones Geran. Le titre est « La Russie introduit des variantes à autodirecteur des munitions rôdeuses Geran » et il est indiqué que la Russie a commencé à divulguer publiquement l'emploi opérationnel d'une nouvelle génération de drones Geran dotés de ce qu'elle appelle le module autodirecteur. Et ensuite, cela continue. What does Seeker mean? Que signifie Seeker? Dans la technologie des missiles, un autodirecteur est l'ensemble de capteurs chargés de détecter, d'identifier et de suivre une cible pendant la phase terminale du vol.
Selon l'arme, l'autodirecteur peut utiliser des capteurs infrarouges, radars, optiques ou multispectraux. Et l'article poursuit. Les publications officielles russes ne fournissent pas de description technique du module autodirecteur du Geran. Toutefois, des images et des vidéos accessibles au public indiquent que le système se compose d'une charge utile électro-optique intégrée à du matériel informatique embarqué supplémentaire et à un canal de communication numérique. Des communications numériques, avec envoi et réception de signaux. De qui et comment. Bref, poursuivons. And how. Anyway, just to proceed here, analysis of what the article says, analysis of Russian and Ukrainian open Ce que dit l'article. L'analyse de sources ouvertes russes et ukrainiennes suggère que le module permet à la munition d'examiner la zone cible après avoir atteint les coordonnées désignées, d'identifier un objet cible précis, d'affiner le point de visée et d'assurer le guidage terminal dans les dernières secondes avant l'impact. Contrairement aux versions antérieures du Geran, dont le profil d'attaque reposait sur une navigation inertielle et satellitaire. Autrement dit, elles étaient programmées avant le lancement et suivaient des trajectoires prédéfinies vers leur cible. Quoi qu'il en soit, contrairement au Geran précédent, les versions équipées d'un autodirecteur semblent capables de traiter des informations visuelles pendant la phase terminale. Et l'on nous parle ensuite de 3 types de drones équipés de ce genre de module de guidage. Le premier est une adaptation du Geran 2 d'origine. Il continue d'utiliser le moteur à piston d'origine, avec une hélice propulsive. Ensuite, il y a le Geran 3, qui utilise lui aussi le module autodirecteur, mais avec un moteur à réaction. Et puis il y a le Geran 4, qui a également un moteur à réaction, et qui, pour le dire simplement, semble être une évolution plus avancée du Geran 3. Il est ensuite question de ces 3 types de Geran, et cela commence par le Geran 2, celui qui utilise le moteur à piston, autrement dit, le moteur à hélice. Le texte indique que, selon des analyses en source ouverte, après être arrivé dans la zone de la cible, la munition peut analyser des images, identifier un objet désigné et affiner le point d'impact avant de frapper. Le degré d'implication des opérateurs lors de la phase terminale n'a pas été divulgué. On ne nous dit donc pas si le Geran 2, équipé du module autodirecteur optique, est en liaison avec un contrôleur au sol et dans une certaine mesure guidé par lui. Mais la possibilité que ce soit le cas reste ouverte. Ensuite, on nous parle du Geran 3. On nous dit que la vitesse de croisière plus élevée de son turboréacteur modifie le profil de l'arme, tandis que le module autodirecteur ajoute des capacités de détection électro-optique, de vision par ordinateur et de transmission vidéo en temps réel. Transmission vidéo en temps réel à qui et comment? Je dis ça comme ça. Et puis, on nous dit que les responsables russes n'ont jusqu'à présent reconnu publiquement l'emploi opérationnel du Geran 3 qu'une seule fois. C'était le 18 juillet. Le ministère de la Défense a déclaré que des opérateurs avaient détruit, à l'aide de ce système, une installation de stockage de carburant soutenant des unités militaires ukrainiennes près de Korop, dans l'oblast de Tchernihiv. Remarquez ici l'emploi prudent du mot « opérateur ». Le Geran 3 semble donc bien dépendre d'opérateurs au sol. Et la cible, Korop, située ici dans la région de Tchernihiv, est probablement à portée pour que des transmissions puissent être échangées entre le Geran 3 et les opérateurs au sol, sans devoir recourir au système Razvet. Car la région de Tchernihiv, bien sûr, est frontalière de la Russie elle-même. Enfin, il y a le Geran 4. On nous dit qu'il s'agit du plus avancé de ces 3 systèmes. Et on nous indique que le système d'acquisition des cibles serait intégré à l'architecture de l'aéronef dès le départ. Rather than added as an upgrade package. So we had the Geran 3. Donc nous avions le Geran 3, qui semble avoir été un modèle de développement utilisé pour élaborer le concept.
Le Geran 4 en est la version finale, affinée. On nous dit ensuite que selon des évaluations en source ouverte, le système intègre la détection d'objets, la reconnaissance d'images, le suivi automatique des cibles et le guidage terminal, comme éléments à part entière de l'architecture de contrôle en vol. Les cibles potentielles comprennent les ports, les navires, les équipements ferroviaires, les plateformes logistiques et d'autres infrastructures de transport. Les autorités russes n'ont pas publié de détails techniques, mais plusieurs éléments suggèrent le recours à l'IA pour l'analyse visuelle de scènes. La présence de vision par ordinateur, de capacité de reconnaissance d'images et de sélection du point d'impact implique des algorithmes embarqués capables de classifier des objets et d'appuyer les décisions d'engagement dans le cadre de paramètres de mission prédéfinis, plutôt que de dépendre uniquement des unités opératrices. On operator units. Notice those words again, rather than relying solely. Remarquez encore ces mots, plutôt que de s'appuyer uniquement sur les données fournies par l'opérateur. Donc là encore, cela laisse entendre qu'un opérateur au sol, intervient à un certain niveau dans l'exploitation et le guidage du système. Même si, évidemment, la technologie d'IA aide considérablement l'opérateur dans sa décision. Et on nous dit que des analyses en source ouverte confirment des attaques contre des locomotives ferroviaires. Dans plusieurs vidéos de frappes diffusées, les impacts se produisent loin de la cabine du conducteur. Ils touchent plutôt le compartiment moteur ou, dans le cas de locomotives à 2 sections, l'unité arrière. De tels schémas d'impact ont suscité des spéculations. Je ne pense pas qu'il y ait la moindre spéculation ici. Je pense que les gens qui écrivent cela savent exactement ce qu'ils disent. Je suis sûr qu'on leur a demandé de rendre cela public. Et c'est une façon pour nous de rester informés, dans une certaine mesure, des évolutions technologiques russes. De tels schémas d'impact ont alimenté les spéculations selon lesquelles des algorithmes de traitement d'images embarqués pourraient sélectionner des points de visée optimisés. Toutefois, les informations accessibles au public ne permettent pas d'établir si ces décisions sont prises de manière autonome par le logiciel embarqué, confirmées par un opérateur à distance ou résultent d'une combinaison des deux. Eh bien, je pense qu'il y a toujours un opérateur impliqué. Et remarquez qu'il n'y a pas eu de scandale majeur jusqu'à présent impliquant le Geran 4. Il n'y a eu aucun signalement, par exemple, de Geran 4 ayant frappé des écoles, des internats ou ce genre de choses. Et cela me suggère encore une fois qu'il y a toujours une intervention humaine pour guider et contrôler la manière dont ces munitions fonctionnent. Eh bien, voilà. Et c'est tout ce qu'on nous dit sur ces systèmes. Mais l'article poursuit. L'introduction de variantes guidées de Geran, équipées d'autodirecteurs, laisse penser que les munitions rôdeuses russes évoluent au-delà des armes de précision à longue portée, guidées uniquement par navigation satellitaire. Elles semblent intégrer des capteurs pour la phase terminale, de la vision par ordinateur et un traitement embarqué de plus en plus sophistiqué, destiné à améliorer la discrimination des cibles au combat durant la phase finale du vol. L'étendue de l'autonomie technologique embarquée reste toutefois inconnue. Autrement dit, nous ne pouvons pas en connaître toute l'ampleur. Nous n'allons pas révéler jusqu'à quel point les opérateurs de contrôle au sol, interviennent dans le processus. Je le répète, les drones Geran 4 ont bel et bien opéré dans des régions du centre et de l'ouest de l'Ukraine. Contrairement à la région de Tchernihiv, où semble s'être produit le seul cas connu d'un Geran 3, cela me paraît impliquer et même pratiquement confirmer l'utilisation du système Razvet pour assurer les communications entre les drones et les opérateurs au sol situés en Russie. Et je pense que cet article nous rapproche un peu plus de la confirmation de cette hypothèse. Je dis ça comme ça.
Tout cela, tous ces sombres développements dans le ciel, sombres développements pour l'Ukraine, s'accompagnent d'une nouvelle dégradation de la situation sur la ligne de front. Nous avons maintenant reçu des images vidéo d'Orekov dans la région de Zaporozhye. Nous avons aussi eu quelques informations provenant d'Orekov même. Du moins, elles arrivent au compte-gouttes, semble-t-il, depuis des unités militaires russes. Toutes, autant que je puisse le voir, relèvent d'un groupement de forces, le Dniepr, les forces du général Teplinsky, qui sont directement impliquées dans l'opération contre Orekov. Ils font état d'un important assaut de l'infanterie russe à l'intérieur d'Orekov au cours des dernières 24 heures. Ils disent que l'infanterie russe a progressé et pris environ 500 mètres de terrain, ce qui représente une avancée significative dans un environnement urbain. Ils indiquent aussi que les soldats russes, l'infanterie russe, ont désormais atteint le centre d'Orekov. Et je dois préciser que Orekov, d'après les cartes et certaines vidéos que j'en ai vues, semble être une ville très étendue. Il y a donc l'ensemble habituel d'immeubles de grande hauteur et d'usines dans ce qu'on pourrait appeler le centre. Mais ensuite, on trouve des micro-quartiers résidentiels, puis des zones de datcha. Si la partie centrale d'une ville, comme Orekov, est prise, alors le reste a tendance à suivre assez rapidement. Ou du moins, c'est l'impression que j'ai eue jusqu'à présent dans cette guerre. Et je le répète, je pense que toutes les liaisons de transport, toutes les routes d'approvisionnement vers Orekov ont été coupées. Il y a eu cette vidéo dont j'ai parlé il y a 2 ou 3 jours, d'une unité ukrainienne dans la région de Zaporozhye. Ils suppliaient d'être relevés, autrement dit, d'être autorisés à se replier. Les soldats affirmaient apparemment qu'ils en étaient réduits à boire leur propre urine. Une affirmation qui, soit dit en passant, je ne crois pas. Je pense que c'est une exagération. Je n'arrive pas à croire que quelque chose de ce genre se produise réellement. Je pense que les soldats qui tenteraient de faire cela en subiraient les effets très rapidement, vraiment très vite. Il ne faut pas supposer que tout ce que les gens disent en pleine tension de guerre est vrai. Mais quoi qu'il en soit, les soldats de cette unité semblaient être dans une situation désespérée, d'après leur propre récit. Et ils parlaient comme s'ils étaient pris au piège. Et je pense que l'endroit où ils sont piégés doit être Orikhiv, parce que je ne vois pas moi-même où ils pourraient être ailleurs. Donc, si tout cela est exact, alors Orikhiv est vraisemblablement sur le point de tomber. Je dis bien sur le point de tomber. Lyman, disent-ils, les Russes disent qu'ils l'occupent depuis plusieurs semaines déjà, mais ils n'ont pas encore annoncé le fait. Il est plausible que les Russes prennent le contrôle d'Orikhiv, mais que des traînards ukrainiens continuent de se cacher dans des sous-sols. Et il faudra probablement plusieurs semaines avant que les Russes ne les retrouvent tous. Mais quoi qu'il en soit, la bataille principale d'Orekov semble approcher de sa fin. Eh bien, ce sera un désastre pour l'Ukraine. Si Orekov est perdu, alors là encore. La personne la plus à même d'expliquer les conséquences, c'était Scott Ritter. Dans sa dernière vidéo, il a expliqué que l'ensemble des lignes de front méridionales à Zaporozhye tomberaient rapidement sous contrôle russe. Il ne resterait alors aux Russes qu'à prendre la ville de Zaporozhye elle-même, dans la région de Zaporozhye. Si Orekov tombe au cours des prochaines semaines, avant la fin de l'été ou au début de l'automne, alors je pense qu'on peut pratiquement considérer comme acquis que les Russes seront aux portes de la ville de Zaporozhye avant la fin de cette année. Et peut-être même, juste peut-être, encore plus tôt. Donc voilà pour Orekov. Soit dit en passant, de plus en plus d'informations continuent de parvenir de la zone où Zelensky a affirmé il y a quelques jours qu'une offensive ukrainienne avait réussi.
Il apparaît de plus en plus que cette offensive n'était pas seulement, pour l'essentiel, le produit de l'imagination de Zelensky lui-même. Il semble aussi que l'ensemble du territoire ne soit pas simplement sous contrôle russe, mais que les Russes soient peut-être maintenant en train d'avancer au-delà. Cela étant dit, pour revenir à Scott, de Calibrated, il a souvent expliqué à quel point le contrôle de cette steppe ouverte, avec de très petits villages et relativement peu de troupes affectées à ce territoire par les deux camps, est fragile. À n'importe quel moment, ce contrôle sera forcément précaire. Et, à mon avis, les Russes attendront probablement la chute d'Orekov, et peut-être aussi celle de Dobropilla, avant de concentrer enfin toute leur attention sur la sécurisation complète de ce territoire. The complete securing of this territory. So yesterday I discussed the situation in Dobropilla. Hier, j'ai donc évoqué la situation à Dobropilla, où il semble que les Russes atteignent probablement désormais le centre-ville, et à Alexeivka-Drushkivka, où la situation devient elle aussi très critique pour les Ukrainiens, et où les Russes pourraient également se trouver au centre-ville. Drushkivka, la localité plus importante située juste au nord, entre Alexeivka, Drushkivka et Kramatorsk, est maintenant sur le point d'être encerclée. Il y a aussi la défaite apparente des brigades Azov, soi-disant d'élite, dans cette zone précise. Mais le commentateur ukrainien Yuri Butsov, dont j'ai parlé dans de nombreuses émissions précédentes, là encore, c'est quelqu'un dont les opinions politiques et les convictions idéologiques sont diamétralement opposées aux miennes. Are diametrically opposite to my own. But I do think that he can be interesting. Mais je pense qu'il peut être intéressant et perspicace, et parfois en fait très souvent fiable, concernant la situation militaire globale sur la ligne de front. Quoi qu'il en soit, Yuri Butsov parle lui aussi maintenant d'une situation critique dans le nord du Donbass, dans la zone de Sloviansk, dans la zone de Mykolaïvka, de la centrale thermique de Sloviansk, et d'ailleurs de Lyman, qui se trouve non loin de tous ces endroits. Il parle d'une situation très critique. Il dit que si Mykolaïvka tombe, alors Sloviansk elle-même deviendra, pour l'essentiel, indéfendable, et que les Russes pourront utiliser l'abri offert par Mykolaïvka pour établir sur Sloviansk une domination par drone encore plus étroite que celle qu'ils exercent déjà, ce qui serait une catastrophe pour les défenseurs ukrainiens. This would be a catastrophe for the Ukrainian defenders. Anyway, Butuzov's solution to this problem. Quoi qu'il en soit, la solution de Butusov à ce problème pour les Ukrainiens n'est pas de se retirer de Sloviansk-Kramatorsk et de sauver leurs hommes, ce qui pourrait être une option, ni d'ouvrir des négociations avec les Russes, ce qui pourrait en être une autre, ni de faire les deux en même temps, ce qui pourrait être la meilleure option. C'est plutôt une solution assez étrange. Nommé Andriy Biletsky, le chef des brigades Azov, les forces qui semblent être en train d'être vaincues à Dobropilla, pour prendre personnellement le contrôle direct de la défense de l'ensemble de l'agglomération Sloviansk-Kramatorsk. Butusov reconnaît que si l'agglomération Sloviansk-Kramatorsk est perdue, l'Ukraine aura perdu le Donbass. Il le laisse entendre, sans toutefois l'examiner. Mais si cela devait arriver, il en résulterait une dégradation spectaculaire et radicale de la situation militaire globale de l'Ukraine, avec la perte de la ligne de ville fortifiée. Comme je l'ai dit dans de nombreuses émissions, cela me paraît évident. Il sait vraisemblablement qu'il n'y a pas beaucoup d'hommes disponibles à envoyer pour tenir ces villes. Mais il semble avoir cette croyance presque mystique, selon laquelle Biletsky, le chef des forces Azov, un homme peut-être plus remarquable par ses convictions idéologiques et, il faut le dire, par ses capacités d'organisation et un certain charisme qu'il possède sans doute. Quoi qu'il en soit, Butusov semble croire que nommer cet homme à la tête de ce qu'il reste du Donbass, autrement dit, placer toute l'armée ukrainienne dans le Donbass, la plus grande partie de l'armée ukrainienne, ou du moins sa partie combattante telle qu'elle est, sous l'autorité de Biletsky, est la seule voie à suivre.
Now, I can't help but think that this is Eh bien, je ne peux m'empêcher de penser que cela laisse entrevoir une déception et une désillusion croissante à l'égard du commandement du général Drapati. Comme je l'ai évoqué dans plusieurs émissions, ce commandement se distingue surtout par son absence. Et cela témoigne aussi de l'ascension continue de Bilecki. Il y a quelques semaines, lorsque Syrski, l'ancien chef militaire, a été évincé et remplacé par Drapati, j'ai dit que, sur la base notamment de l'analyse des événements en Ukraine, il me semblait que Drapati, qui ne paraît guère taillé pour le plus haut niveau de commandement, était essentiellement une figure de transition, et que nous nous dirigions désormais progressivement vers la nomination de Bilecki au commandement général de l'armée ukrainienne. to take overall command of the Ukrainian military. Something, by the way, which the C'est d'ailleurs quelque chose que l'universitaire américain, le très perspicace Gordon Hahn, avait également prédit. Et comme je l'ai dit, les commentaires de Boutoussov semblent de plus en plus confirmer cette analyse. En fait, je vais aller encore plus loin. Je vais avancer que Boutoussov a été poussé à le faire par Bilecki lui-même. Que Bilecki travaille désormais clairement à prendre le contrôle de toute l'armée ukrainienne en préparation d'une quelconque tentative de prise du pouvoir. Et que des gens comme Boutoussov, dont les convictions ne sont finalement pas si différentes de celles de Bilecki, sont maintenant poussés à préparer le terrain. to prepare the ground for it. But anyway, ominous and concerning. Mais quoi qu'il en soit, aussi inquiétante et préoccupante que serait une prise de contrôle de l'armée ukrainienne, et finalement de l'État ukrainien, par Azov et son dirigeant, Bilecki, il ne faut pas négliger l'importance des commentaires de Bilecki et de Boutoussov. On dirait bien que les choses tournent très mal pour les Ukrainiens dans le nord du Donbass aussi, tout comme elles tournent mal dans le sud du Donbass, dans la zone de Konstantinovka, Alexeyevka, Drushkivka, Dobropilya et à l'est de Kramatorsk. Et elles tournent désormais très mal également à Orekov, dans la région de Zaporizhia. Les Occidentaux, du moins officiellement, continuent de le nier publiquement. Publicly at least, in denial about it. Now, there have been some very interesting media reports. Des informations très intéressantes sont parvenues des médias aux États-Unis et aussi en Allemagne. Les médias allemands, je crois que c'était Die Welt, ont rapporté que Zelensky panique. Je ne pense pas que ce soit exagéré ou déformé le reportage de Die Welt. Mais Zelensky est très inquiet, ce qui, à mes yeux, revient essentiellement à paniquer face à l'effondrement de ce qu'il reste de ce qui fut autrefois le système de défense aérienne de l'Ukraine. Il comprend au moins l'impact énorme de toutes ces frappes de missiles et de drones, ainsi que du blocus maritime de l'Ukraine. Of the blockade, the sea blockade of Ukraine. He continues to demand. Il continue d'exiger des systèmes de défense aérienne aux Américains et aux Européens. Et il devient très très frustré, ce qui, dans le cas de Zelensky, se traduit par de l'hystérie, du fait qu'il n'obtient pas ces systèmes. Je dois dire que si le Zelensky que vous voyez en public, donnant des interviews, peut être incroyablement décousu, incohérent et souvent très difficile à suivre, je comprends que le Zelensky que l'on rencontre en privé est quelqu'un qui maîtrise à peine son tempérament. Je crois avoir mentionné récemment, dans une émission, que pendant mon séjour à Chattanooga, j'ai rencontré quelqu'un des États-Unis qui était présent, avec des responsables américains, lors d'une réunion avec Zelensky. In a meeting with Zelensky. And Zelensky was completely hysterical. Et Zelensky était complètement hystérique. Il faut donc imaginer ce Zelensky-là à ce moment précis, alors que les murs, du moins c'est ainsi qu'il doit le ressentir, se resserrent autour de lui et que ses anciens soutiens occidentaux semblent, là encore comme il doit le ressentir, se préparer à l'abandonner. Eh bien, ils ne l'abandonnent pas tous, car les médias occidentaux, les médias américains, rapportent désormais, et c'est particulièrement le cas du New York Times, d'ailleurs, que les Européens, les Allemands, les Français et les Britanniques
commencent eux aussi à s'inquiéter de plus en plus de la situation en Ukraine. Et tous les discours bravaches qu'ils répandent partout, selon lesquels les Ukrainiens ont l'initiative et on le vent en poupe, ils commencent à comprendre que ce n'est tout simplement pas le cas et que la situation tourne vraiment, vraiment très mal. Turning very, very bad indeed, and that they are pressing the White House. Et ils font pression sur la Maison-Blanche et le département d'État pour relancer, reprendre les négociations avec les Russes. Le faire avant l'hiver, parce qu'ils craignent que sans négociation et sans cessez-le-feu, qui reste toujours l'objectif, l'Ukraine ne connaisse un hiver catastrophique. Je dois dire que tout cela, venant de ces gens-là, est extrêmement gonflé. L'an dernier, quand les Américains ont commencé à négocier avec les Russes après l'investiture du président Trump, les gouvernements européens, les gouvernements britanniques, français et allemands, qui supplient aujourd'hui les Américains de reprendre les négociations avec les Russes. L'an dernier, ces mêmes gouvernements étaient consternés que les Américains négocient avec les Russes. Ils en étaient horrifiés. Ils ont tout fait pour empêcher que ces négociations aient lieu. Ils étaient très mécontents des contacts et des réunions entre responsables américains et russes. Donald Trump a essuyé de nombreuses critiques et la presse européenne lui a consacré des pages et des pages de commentaires négatifs en lien avec ces négociations. Et maintenant, ces mêmes personnes qui, comme je l'ai dit, accablaient Trump l'an dernier parce qu'il négociait avec les Russes, cette année, à l'automne, alors que la situation en Ukraine va de mal en pis. Ils le supplient de reprendre ces mêmes négociations. Eh bien, ils n'ont pas vraiment changé de position depuis l'an dernier. Parce qu'apparemment, ils disent aux Américains, oui, vous devez parler aux Russes. Vous devez faire comprendre aux Russes qu'ils doivent s'arrêter. Donc, ils veulent que les Américains parlent aux Russes, mais ils veulent aussi participer à ces discussions. Ils veulent, comme ils le disent, avoir une place à la table des négociations. Ils veulent que l'Ukraine ait une place à cette table. Ils ne font pas confiance aux Américains. Ils ne font pas confiance à Trump pour négocier seul avec les Russes. Au final, ils ne font pas confiance à Trump, mais ils veulent quand même qu'il négocie avec les Russes. Mais ils veulent sans doute être là pour pouvoir tirer les ficelles. Et ce que cela vous dit, c'est que s'il y a une telle négociation, ce ne sera pas une négociation sérieuse. Son seul objectif serait de faire gagner du temps à l'Ukraine en négociant un cessez-le-feu que, quelles qu'en soient les conditions, les puissances occidentales respecteraient difficilement et que les Ukrainiens ne respecteraient certainement pas. Mais cela pourrait sauver le cher Zelensky et son équipe de la catastrophe qui se rapproche maintenant rapidement d'eux. Eh bien, je pense que les Russes ont déjà clairement fait savoir qu'ils ne voulaient pas des Européens à la table des négociations. En fait, si les Américains avançaient et proposaient une telle chose, je pense que pour les Russes, désormais, ce serait rédhibitoire. Je pense que les Russes diraient non. Ils ont dit qu'ils rencontreraient les Américains, mais ils ne font plus confiance aux Américains. Poutine ne fait plus confiance aux Américains. Le fait que les Américains soient impliqués dans les attaques de drones et les frappes de missiles contre leur pays, et qu'ils organisent ce transfert d'armes via la Turquie vers l'Ukraine, comme je l'ai évoqué dans mon émission hier. Les Russes sont très en colère à ce sujet et s'en plaignent. Ils sont furieux que Trump n'ait pas tenu ses engagements à Anchorage. Et ils sont aussi profondément sceptiques quant à d'éventuelles futures visites de Witkoff et Kushner à Moscou. Lavrov a dit que s'ils viennent, oui, Poutine les recevra. Mais la question, au fond, ne sera pas de savoir si Poutine les recevra, mais s'ils viendront avec quoi que ce soit d'un tant soit peu intéressant dont les Russes puissent se servir.
that the Russians can use. So the Russians already skeptical about the Americans. Les Russes sont donc très sceptiques à l'idée que les Américains soient impliqués. Et ils le seront encore davantage, voire carrément hostiles si l'on demande aux Européens de s'impliquer. Je dirais même que si la question d'inviter les Européens à la table des négociations se pose un jour, les Russes ne répondront pas simplement non. Ils imposeront des conditions à la présence européenne que les Européens ne pourront pas accepter. Je suis certain que les Russes exigeraient, par exemple, le remboursement immédiat de tous les avoirs gelés, ainsi que des intérêts générés par ces avoirs, dont les Européens ont déjà reconnu les avoirs versés à l'Ukraine. Admitted that they have been giving to Ukraine. And for various reasons, quite apart Et pour diverses raisons, indépendamment de l'énorme humiliation et de la controverse que représenterait la restitution des avoirs gelés aux Russes, les Européens ne vont pas accepter cela. Ils ne sont pas en mesure de l'accepter, car s'ils le faisaient, ils devraient admettre autre chose, établi depuis longtemps par mon collègue et ami Alex Christoforou. Tous les avoirs ne sont plus là. Les Européens se sont déjà servis sur une partie de ces avoirs. Quoi qu'il en soit, à mon avis, nous ne devrions pas prendre ces manœuvres diplomatiques particulièrement au sérieux pour le moment. Le point essentiel, c'est que le fait que les Européens supplient désormais les Américains de reprendre les négociations est un signe de désespoir. Tout comme Zelensky devient désespéré face au manque de systèmes de défense aérienne et sans aucun doute aux avancées russes sur les lignes de front. and no doubt Russian advances on the front lines. He's probably, by the way, also concerned. D'ailleurs, il est probablement aussi préoccupé par la montée de Bieletsky, qui est, je le soupçonne, la personne en Ukraine qu'il craint le plus. Quoi qu'il en soit, alors que Zelensky devient probablement désespéré, les gouvernements européens, qui n'ont probablement pas une connaissance complète ni une vision d'ensemble de ce qui se passe réellement en Ukraine, les gouvernements européens commencent eux aussi à paniquer. Ils sont désormais tellement inquiets qu'ils ont fait volte-face. Au lieu de dire à Trump « Pourquoi parlez-vous aux Russes? Pourquoi parlez-vous à ces gens maléfiques à Moscou ?» ils le supplient maintenant de commencer à parler à ces gens maléfiques à Moscou. To start talking to these evil people in Moscow. Anyway, there it is. The Europeans have had any number of Quoi qu'il en soit, voilà où nous en sommes. to bring this conflict. Les Européens ont eu de nombreuses occasions de mettre fin de manière satisfaisante à cette guerre, à ce conflit. L'accord de Minsk était la principale d'entre elles. Mais, en réalité, bien sûr, l'histoire remonte bien plus loin, aux événements de la prise de pouvoir sur le Maïdan en février 2014. Elle remonte encore plus loin à l'accord d'association avec l'Union européenne, négocié avec l'Ukraine il y a toutes ces années. Et même au-delà, à la révolution de couleur qui a eu lieu en Ukraine en 2004 et qui est bien sûr appelée en Occident comme en Ukraine même, la révolution orange. In the West and in Ukraine itself as the Orange Revolution. Anyway, the Europeans have had plenty. Quoi qu'il en soit, les Européens ont eu largement le temps de parvenir à une sorte d'accord durable sur l'Ukraine. Ils s'y sont pris avec un retard désastreux. Leurs propositions ne sont pas seulement trop tardives, elles n'ont même aucune réalité concrète, au fond. Ils ne peuvent apparemment pas modifier leur position, parce qu'ils savent que s'ils le faisaient, les partisans de la ligne dure dans les États baltes et en Scandinavie seraient furieux, Kranz-Rasmussen, et qu'il y aurait une nouvelle querelle publique. Et bien sûr, c'est quelque chose qu'ils ne peuvent pas se permettre, alors que les Américains, les Russes et les Chinois les regardent. Ils n'ont donc pas formulé de proposition cohérente pour amener les Russes à changer d'avis. To bring the Russians round and like the rabbit, Et comme le lapin, ils sont pris dans les phares du rouleau compresseur russe qui arrive. Mais peut-être commencent-ils enfin à le comprendre. Quoi qu'il en soit, c'est ici que je vais terminer l'émission d'aujourd'hui. Je vous rappelle une fois encore que vous pouvez retrouver toutes nos émissions sur nos différentes plateformes, Locals, Rumble, X et Substack.
vous pouvez soutenir notre travail via Patreon et Subscribestar, ainsi qu'en passant par les liens vers notre boutique sous cette vidéo. Enfin, si cette vidéo vous a plu, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton « J'aime » et de vérifier votre abonnement à cette chaîne. C'est tout pour aujourd'hui. Je reviens bientôt. Passez une très bonne journée. More from me soon. Have a very good day.